Cher Patrick Chastenay, vous êtes depuis plusieurs années l'un des plus éminents passeurs de l'œuvre de Jacques Ellul, et vous travaillez de longue date sur les relations société-individu, en intégrant les questions éthiques et de discernement qui se posent aux citoyens. Face notamment à la montée de la technicisation de la société, comme de la politique d'ailleurs, du bruit ininterrompu des réseaux sociaux, voire de la propagande, en une époque secouée par tant de crises, la pensée de Jacques Ellul et ses mises en garde sont plus inspirantes que jamais. Merci de nous aider ce soir à imaginer ce que peut la politique aujourd'hui. Chemin faisant avec vous, si vous le voulez bien, nous aborderons le rôle possible des chrétiens face à ces blessures de la démocratie. Comment, à sa mesure, le chrétien peut-il contribuer, comme vous le suggérez, à assainir le politique? Merci d'avance. Eh bien, merci Arnaud Boustet et merci à l'ensemble des organisateurs. Merci donc aux responsables de ces semaines sociales. Bon, mon point de vue va être finalement complémentaire, hein, c'est ce que de mon collègue. Et justement, je ne vais pas partir, moi, sur le terrain institutionnel. Hein, ça fait une trentaine d'années, je crois que je ne fais plus d'institutions politiques et de droit constitutionnel. Donc, j'ai pris le parti d'axer mon intervention sous un autre angle. Juste un petit préalable. Ce que je voudrais signaler là pour le public, c'est que c'est vrai que la crise de la démocratie, évidemment, c'est un sujet entre guillemets bateau. On serait journaliste, on dirait que c'est un marronnier, aussi bien pour les étudiants que pour les collègues. Alors, on pourrait dire aussi qu'il y a crise dans nos domaines, c'est-à-dire, je pense aux sciences humaines et sociales, il y a crise à partir du moment où on dit qu'il y a crise. Et à un autre niveau, ce que je pense, c'est qu'il n'y a rien de pathogène dans la crise en démocratie. C'est-à-dire que la démocratie elle-même, hein, elle se nourrit de la crise. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est un régime qui est chrysogène, si on voulait user d'un néologisme. C'est-à-dire que c'est un type d'organisation dont l'essence est le conflit et la crise et son dépassement. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à la crise que nous traversons en ce moment? Oui, moi j'aurais tendance à le croire, c'est-à-dire que nous sommes dans une période de campagne électorale, ça ne vous a pas échappé, et qui se déroule aussi sur fond de guerre, ça ne vous a pas échappé non plus. Et je vais continuer, c'est-à-dire que qui vient se rajouter à une longue crise sanitaire qui n'est pas tout à fait finie, mais on voudrait bien qu'elle soit finie, hein, surtout pour les élections, et qui elle-même vient se rajouter à aussi une longue crise qui était la crise des Gilets jaunes, et puis entre guillemets les blessures, les questions qui étaient soulevées par ces Gilets jaunes, qui ont été dans bien des cas caricaturés, qui dérangent dans le tableau. Les questions, après les réponses qui étaient apportées, il y aurait bien des choses à en dire, mais là n'est pas le sujet. En tout cas, voilà ce qui pourrait, c'est ce phénomène d'accumulation. Et je dirais que chacune de ces séquences, là pour parler comme les journalistes, a contribué, et puis contribue encore à l'extrême polarisation des esprits. On n'est pas dans l'affaire Dreyfus, là, ils en ont parlé, mais vaccin, gilets jaunes, anti-vax, tout simplement, ça a divisé les familles, hein, vraiment, au sens propre. Je pense que vous savez de quoi je parle, hein, vaccin, ces mesures sanitaires, et que sais-je encore. Même pour l'Ukraine, je dis bien, il y a un consensus, mais un quasi-consensus, il n'y a pas unanimité. Hein. Il y a, effectivement, là aussi, vous pouvez le vérifier auprès de vous, des défenseurs de la cause, mobilisant l'histoire, et nous faisant entendre qu'en réalité, la Russie a de justes prétentions. Mais là encore, bref, ce n'est pas non plus mon propos. Je voudrais
en tout cas poser 3 questions et rester sur 3 points. Le premier, en effet, c'est que peut le ou la politique, hein, comme instance, comme domaine. Une question que je vais juste esquisser, parce qu'on ne peut pas tout faire, c'est ce soir, c'est est-ce qu'on peut échapper à la propagande en démocratie? Et puis, que peuvent les chrétiens? C'est effectivement la question de l'éthique dans ce contexte de crise. Je voudrais d'abord rappeler que la politique, dans le cadre de nos sociétés, relève de ce qu'Ellul appelait le nécessaire et l'éphémère. À chaque campagne présidentielle, il y a quelque chose qui se rejoue, c'est le même scénario. François Mitterrand, vous vous en souvenez, avait promis de changer la vie en 1981. Jacques Chirac devait réduire la fracture sociale. Nicolas Sarkozy allait se mettre au service en quelque sorte de la France qui se lève tôt. François Hollande, vous vous en souvenez aussi, allait mener la guerre à la finance. Quant à l'actuel président, il n'a pas fini de vouloir nous sauver de nous-mêmes et de nous sauver des autres, avant même d'être candidat. Je dirais qu'il y avait des signes précurseurs. Il avait qualifié de jupitérien, donc le terme est important, le style de présidence qu'il souhaitait pour la France. Et puis je dirais que sa posture christique, les bras en croix durant ces meetings, aurait dû nous alerter. Mais bien ce demi-dieu, il n'a pas fait de miracle, comme ses augustes prédécesseurs. Notamment, il n'en a pas fait avec monsieur Poutine. Est-ce que ça a quelque chose de surprenant? Justement, même si les campagnes présidentielles sont là pour nous persuader du contraire, moi je dirais que la marge d'action des dirigeants, et à commencer par le premier d'entre eux, elle est extrêmement réduite. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, bien évidemment, et d'ailleurs en temps de guerre, pour le coup, je parle bien des démocraties, et les régimes justement qu'on peut qualifier de techniciens. Effectivement, en temps de guerre, et avec un dictateur, le politique reprend en effet, je dirais, de la marge. Mais dans le cas des sociétés comme la nôtre, je considère, de ce point de vue-là, je suis conforme à Ellul, qu'en réalité, les dirigeants interviennent dans un périmètre qui est en fait défini par ce qu'Ellul appelait l'aristocratie technicienne, c'est-à-dire un ensemble de hauts fonctionnaires, de scientifiques de haut rang, qui donnent finalement les grands axes. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Maintenant, ce sont plutôt les cabinets de consultants qui ont littéralement infiltré l'appareil d'État. Et ce sont eux qui vont déterminer les politiques publiques. Avec quand même un petit détail. Le petit détail, c'est que justement, ils n'ont aucune, je dis bien absolument aucune légitimité démocratique. Alors, quant au caractère éphémère de l'action politique, il est renforcé par la nature même de nos sociétés, qui sont des sociétés connectées, des sociétés ultra-médiatisées, qui baignent littéralement dans un monde d'images où un spectacle va venir chasser l'autre. Ce qui signifie que nous sommes des proies faciles pour la propagande, parce que d'ailleurs, nous ici, parce que ce qu'Ellul montre, c'est que paradoxalement, on est tous, entre guillemets, persuadés parce que justement, on va chercher nous l'information, qu'on est plus malin que les autres. Ellul dit qu'en réalité, et ça a été finalement confirmé, alors avec des nuances, finalement, les intellectuels sont plus finalement, je dirais, perméables à la politique parce qu'ils recherchent l'information, ils recherchent la vérité. Et donc, ils s'exposent, entre guillemets, davantage que ceux qui sont tout à fait marginalisés. Alors, c'est évidemment contrariant, mais malheureusement, c'est pas inexact. Alors, les gouvernements, ils ont besoin de convaincre pour justifier leur politique auprès des gouvernés, qui, eux, ont besoin de comprendre pour soutenir cette politique, pour l'accepter.
Et le propagandé, en effet, se retrouve complice du propagandiste. Il est littéralement bombardé d'informations qui sont des informations souvent catastrophistes. Donc, il y a une actualité, entre guillemets, permanente. C'est les migrants, c'est les gilets jaunes, c'est le Covid, c'est l'Ukraine, il faut aller vite. Et c'est donc le règne de l'information en continu. De ce point de vue-là, les chaînes de radio en continu, de télévision en continu n'ont rien amélioré. Ce qui a pour conséquence de fournir et de nous fournir, on n'échappe pas à ce processus, une sorte de vision kaléidoscopique de la réalité, une vision également aussi anxiogène de la réalité, qui va conduire le citoyen surinformé que nous sommes à nous abandonner à une propagande qui va venir nous rassurer parce qu'elle va simplifier, elle va désigner les adversaires, un bouc émissaire, apporter les solutions, entre guillemets. Donc, de ce point de vue-là, on est demandeur. Et puis, je vais terminer sur ce point. Dans ce monde, est-ce que le chrétien, je dis bien un monde où les esprits sont polarisés, on s'en rend vraiment compte encore plus en période de campagne présidentielle, eh bien, je dirais que les chrétiens, oui, ils doivent se souvenir qu'ils ont une fonction catalytique à remplir dans notre société. Et cette fonction elle est d'autant plus importante que les passions sont exacerbées. Leur rapport aux politiques se caractérise, ou en tout cas devrait se caractériser, par une contradiction dialectique entre la prise au sérieux de cette instance et puis sa relativisation absolue. Et ça veut dire que les chrétiens témoignent ou doivent témoigner de la parole du Christ par leur présence au milieu des hommes et qu'on s'avère à l'esprit qu'ils ne peuvent pas servir en même temps de maître. Et le chrétien, il a un rôle de réconciliation. Il doit jouer ce rôle. Il a un rôle de transaction à remplir, précisément en refusant tout ce qui relève de la haine, tout ce qui relève de l'exclusion. Et il est là pour justement démystifier l'instance politique, ne pas en faire justement un objet de croyance. Parce qu'à partir de là, si c'est une croyance, eh bien, on rentre dans la politique. Il faut le remettre à sa place. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre au sérieux, ce n'est pas mon propos. Et donc, refuser la passion, la haine, l'exclusion. Il est donc là, ce chrétien, pour démystifier l'instance politique et pour retrouver l'adversaire derrière l'ennemi. Je ne ferai pas les références savantes sur le distinguo ami-ennemi. Et retrouver, si possible, le prochain derrière l'adversaire. Et alors, je terminerai sur ce point. En effet, si la démocratie est bien cette reconnaissance de la relativité du politique, si elle est la reconnaissance de la validité de l'adversaire, de la limitation des pouvoirs, du respect des minorités, du pluralisme de l'opinion, alors en effet, c'est un régime que le chrétien doit défendre parce que c'est le régime qui offre la plus grande possibilité d'exprimer sa liberté et sa foi. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop prêché vers la fin, ce n'était pas mon intention, mais donc j'ai pris finalement le sujet au sérieux. Voilà. Merci infiniment Patrick, pour ce qui n'était pas un prêche, mais bien une réflexion, une libre réflexion extrêmement inspirante. Merci beaucoup. On y reviendra et il y a déjà des questions. J'ai envie de me tourner vers... pertinente. Merci beaucoup. Merci. Patrick Chastenay, vous nous avez rassurés au début, finalement, en nous disant que la démocratie, si je vous entends bien, est par nature un régime chrysogène,
Donc pas de panique, c'est la crise permanente, et vous rejoignez d'une certaine manière Dominique Rousseau pour intégrer cette situation, non pas pathologique, mais chrysogène permanente, comme l'un des points essentiels finalement de la nature démocratique. Donc, vous avez insisté dans cette veine-là sur le rôle de sentinelle aussi bien des citoyens que des chrétiens. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur ce rôle de sentinelle? Vous avez cette belle expression, fonction catalytique des chrétiens. J'aimerais que vous vous y arrêtiez, si vous voulez bien, quelques instants. Oui, alors avant de le faire, je veux juste revenir sur un point. Donc mon collègue disait tout à l'heure, donner sa voix, finalement, si on donne sa voix, ça y est, on devient muet. C'est une autre façon de dire ce que j'avais eu l'occasion, moi, de vous dire lorsque nous avions préparé cette émission. Voter, c'est abdiquer. C'est vraiment la même démarche. C'est-à-dire que, alors, je n'en tire pas la conclusion, une fois encore, je n'invite pas à quelque forme de dogmatisme que ce soit. Mais disons, à mon sens, le vote, il y a évidemment un élément rituel dans le. C'est pas le propos ici, mais le rite de l'élection, etc. Il y a quelque chose de religieux dans la démarche. D'ailleurs, ça se passe le dimanche, d'ailleurs, quoi. Comme par hasard. Et évidemment, ce n'est pas un hasard. Mais c'est pas l'alpha et l'oméga, justement, de la démocratie, quoi. Ça devrait quand même être évident. Alors, si vous me posez la question, entre guillemets, pour moi, alors là, certainement pas. C'est vraiment pas là que ça se passe. Et si vous me poussiez, ce que vous ne faites pas parce que vous êtes bien élevé, dans mes retranchements, je vous dirais, comme avait pu l'écrire Jacques Ellul, décidément, vous allez croire que je ne fais que me référer à lui. Et bon, et pourtant, c'est pas ça, mais tant pis, je prends le risque. Rien d'important au lendemain, alors avec toute la charge de provocation au lendemain de l'élection du 10 mai 81. Bon, ça, c'est une époque déjà très lointaine, mais il faudrait, pour ceux qui, on va dire, qui ont un petit peu d'âge, pour le dire comme ça, se souviennent que c'était, sinon la vie en rose, c'était l'obscurantisme, c'était la lumière qui allait remplacer l'obscurantisme. Enfin bon, et puis je pourrais citer les 2-3 formules qui avaient été employées. Bon, oui, là encore, il faut remettre les choses. Alors, il n'y a pas moi, je suis tout le contraire de quelqu'un de désabusé, je pense. Mais je dis simplement tout le danger qu'il y a, parce qu'évidemment, après l'état de grâce, bien, il y a l'état de disgrâce, quoi. Alors maintenant, vous m'interrogez, alors c'est peut-être au-delà de mes compétences, je ne vais pas commenter et parler de la figure d'Ézéchiel. Mais je crois que de ce point de vue-là, il y a et on est au passage, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour cela, mais si on l'est, je crois qu'en revanche, il faut avoir ça à l'esprit. C'est l'image, en effet, de la sentinelle, c'est aussi le guetteur. Alors maintenant, le lanceur d'alerte, le terme est tellement galvaudé. Et c'est celui qui dit, et à la fois qui vive, qui va là, et qui regarde. Alors évidemment, ça a été le cas pour la crise climatique, et c'est celui qui joue ce rôle de prophète. Et donc, prophète, ça peut signifier qu'il va passer pour un fou pendant un bon moment, et puis c'est peut-être lui qui, finalement, a la bonne réponse. Donc, c'est une situation extrêmement inconfortable. Et moi, je crois que c'est précisément, c'est-à-dire que mon idée, c'est que, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, je pense qu'on peut être chrétien aujourd'hui et se retrouver là, combien, si on en a 11 ou 12, pour vous dire à quel point je suis vraiment, j'ai honte même d'être un professeur de sciences politiques, pour vous donner sans doute l'impression d'ironiser. En plus, c'est pas mon propos, mais je ne peux pas. Donc,
Autrement dit, nous avons un nombre de candidats tout à fait conséquent pour le premier tour, et nous savons qu'il y a des chrétiens qui sont dans l'un ou l'autre camp. Mon idée, c'est que si je peux me permettre d'invoquer une quelconque considération éthique, c'est justement de les inviter à, alors pour parler le langage courant, de ne pas être là pour rajouter de l'huile sur le feu. C'est-à-dire on a un certain nombre de leaders qui font déjà ça très bien eux-mêmes. Là encore, pas besoin de donner de nom. Hein, et même, justement, ça va encore plus loin, hein, même avec cela, il faut, dans mon sens, maintenir le contact et justement ne pas les traiter comme des ennemis. Et donc, si on enclenche, et a fortiori en tant que chrétien, je dirais tant pis, hein, c'est franchement se tromper de démarche. C'est-à-dire que si on applique même d'ailleurs au passage hein, cette logique ami-ennemi, elle devrait d'ailleurs s'appliquer, si on veut, au nom d'un réalisme, elle devrait, selon moi, s'appliquer uniquement dans le cadre des relations internationales. Donc, on revient, hein, donc c'est encore l'idée d'aller à contre-courant. Je trouve que dans la... Oui, je pense vraiment qu'on est dans une situation où plus personne se parle, plus personne n'a envie de... plus personne n'a envie d'écouter celui qui ne pense... Bon, on ostracise ceux qui ne pensent pas comme nous. Je répète qu'on a vu des familles déchirées, on a vu des familles pendant les fêtes de Noël, par exemple, puisque qui n'a pas eu un beau-frère ou une belle-sœur complotiste. Alors aussi, le complotiste est évidemment celui qui ne pense pas comme nous. Donc, bon. Donc, c'est précisément cet aspect, moi, qui m'intéresse. Entre autres, hein, qui m'intéresse, je l'ai exprimé là, je le ressens là. Maintenant, les choses sont claires. Je n'ai pas consacré un ouvrage savant à la question. Mais vous m'avez donné l'occasion, là, ce soir, hein, donc, d'essayer de mettre ça sur le papier et de réfléchir à cette situation. Qu'est-ce qui fait que, n'en ayant une fois encore pas les titres, sinon en effet, comme vous l'avez dit, hein, une longue fréquentation et de la personne et de l'œuvre d'Ellul, que ces questions intéressaient. Hein, donc voilà. Je ne sais pas si je réponds à vos questions. Si, tout à fait. Enfin, pour la question catalytique, c'est vrai que comme je n'ai pas changé avec mes étudiants, c'était pareil. Donc, je vais terminer quand même. Oui, en effet, si on prend le terme, c'est qu'effectivement, justement, nous, ne pas être contaminés, c'est-à-dire demander aux chrétiens, c'est-à-dire que si on prend la définition de la fonction catalytique, alors je pense que c'est emprunté à la chimie, c'est-à-dire qu'il faut garder sa substance, sa composition, et donc ne pas, pour le dire, donc simplement, il ne faut pas que le chrétien justement soit contaminé par ce milieu qui est, je dirais, qui pousse au clivage, au conflit, non pas à ce qui nous réunit, mais à ce qui nous sépare. Une fois encore, et c'est vrai que la période électorale est excellente pour ça, c'est bien le moment où on va exacerber les passions. Et puis les bulletins dans l'urne, on devrait mettre aussi, pour le coup, moi, je suis assez d'accord à ça, du 1 à 10, c'est-à-dire que bon, moi le bulletin, justement, après, quand on est face à des gens qui ils sont à 100% pour quelqu'un, etc., c'est la logique militante. Et on est prêt à tuer pour le candidat. Moi, je suis assez sceptique. Hein, je veux dire, c'est pas... une fois encore, c'est pas... Bon, je trouve que c'est se tromper de registre, une fois encore. C'est confondre la politique avec la sotériologie. On ne joue pas notre salut. Et j'incite à pas se tromper. Ça ne veut pas dire désespérer de la démocratie. Je pense l'avoir dit. Et c'est bien le contraire. Ça reste... Merci Patrick, merci beaucoup. Je crois qu'il est temps de se... Une question pour Patrick Chastenay, c'est... Bon, où sa vision a été prise comme un peu pessimiste, disons. On est un peu dans une situation où, avec les fake news, les réseaux sociaux, les algorithmes, l'information en continu, on est noyé sous la propagande.
Et donc, le citoyen a des grandes difficultés à se faire une opinion raisonnée. Et vous donnez l'impression un peu qu'il est trop tard, d'une certaine manière. Quelles sont les raisons d'espérer qu'on peut avoir? Et je rajoute une autre question qui est un peu à un autre niveau, qui a été une forme de scepticisme sur la capacité du citoyen à intervenir, et on faisait référence à un niveau de maturité, à un niveau de connaissance, justement parce que c'est fractionné, et même on peut dire à certains moments, il peut y avoir des réactions irrationnelles. Donc c'est un peu deux approches complètement différentes, mais qui reposent un petit peu sur le même constat. Est-ce qu'il est trop tard et ou pas? Oui, alors merci. Désolé si j'ai donné cette impression de pessimisme, hein, c'est pas mon propos. En revanche, je crois que, bah oui, on pourrait évoquer toute une série mais j'ai pas le don pour ça, de citations. Il s'agit pas de pessimisme, hein, il s'agit de réalisme. Hein, c'est-à-dire que c'est pas moi qui fait que c'est pas moi qui infiltre l'appareil d'État. Si on en doute, non. Et il est jamais bon justement en toute chose, hein, il est jamais bon de transmettre, enfin de se comporter comme un marchand d'illusions. Si je dis vous au sens général, trouvez que tout va bien dans le meilleur des mondes, on ne doit pas vivre dans le même. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a quelque chose que je suis pas sûr d'avoir compris. En tout cas, là pour le coup. Je suis bien sûr de ne jamais en avoir parlé parce que, un, ça ne peut pas être un lapsus, et puis deux, c'est tellement éloigné de ma conviction. Moi, j'ai laissé de côté, en gros, sinon la personne du président, et je dirais même que puisque si on reprend le point de départ, hein, ce triptyque entre président, parlement et citoyen. En revanche, tout ce que je dis, justement, vaut, hein, pour les citoyens. Et alors, cette idée de parler de compétences du citoyen, hein, c'est pas à aucun moment. Tout à fait. Oui. Non, je rajoutais un autre dans les questions. C'était quelque chose qui avait été fait et que j'ai lié. Oui, oui, mais parce que précisément. Non, mais c'était pas dans votre intervention. Parce que précisément, si nous vivons en démocratie, c'est de dire que la voix du professeur de sciences politiques, elle vaut celle du boucher s'il n'est pas végétarien, de la boulangère, et voilà. Donc ça, c'est des choses évidentes, mais il faut donc les rappeler. Après, pour les raisons d'espérer, eh bien, je dirais que c'est tout le reste. C'est-à-dire que mon propos, là, c'était dans le temps qui m'était imparti et dans le cadre qui m'était fixé, c'était de dire, justement, vous savez que parfois, c'est beaucoup plus utile de commencer par dire en quoi est-ce qu'il faut désespérer et précisément à quoi il faut dire non. Et alors, je vais le redire. Pour moi, il faut déjà dire non à l'illusion politique. Il faut arrêter, hein, de croire, parce qu'on a pris le mot tout à l'heure de croire. Il faut arrêter de croire qu'il suffira de changer la personne du président pour penser que les choses vont aller mieux. Alors, si à partir de là, je suis taxé de pessimisme, c'est pas d'ailleurs pour moi très gênant, parce que c'est évidemment toute la vie, toute proportion gardée, toute la vie d'élu, il a eu droit d'ailleurs à ce qualificatif. À ceci près qu'il était traité de Cassandre du Café du Commerce, précisément pour la question écologique. Or, eh bien, 50 ans plus tard, même 60 ans plus tard, parce qu'il avait quand même commencé assez tôt, le Cassandre, finalement, s'avère prophète. Hein. Donc, on était, quand il, pour reprendre toujours les expressions passe-partout, tirer la sonnette d'alarme, c'était Marcel Boiteux, c'était l'EDF, et c'était, à l'époque, c'était pas des centrales nucléaires, il s'agissait c'était les barrages hydroélectriques. Hein, et on noyait Tignes, hein, on noyait un village entier, on déplaçait ses habitants. Donc, moi, les raisons d'espérer, justement, c'est tout le reste. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas, c'est-à-dire, puisque c'est politique à mes yeux,
le combat associatif est tout à fait utile. C'est-à-dire que c'est le terrain à son plus humble niveau. Se mobiliser, alors bien sûr c'est contre, on va dire que c'est contre, ben oui, mais se mobiliser, oui, Notre-Dame-des-Landes, c'était une juste cause à mes yeux, mais se mobiliser contre la LGV dans ma région du Sud-Ouest, c'est à mes yeux une juste cause. Militer justement au sein de la Société de protection de la nature du Sud-Ouest, c'est une juste cause. Et celui qui me dira que ce n'est pas politique, eh bien, on définira ce qu'on doit entendre par politique. Donc, moi, j'espère que ce n'est pas mon propos. Écoutez, je vais vous dire une chose aussi très simple de ce point de vue-là. Avant de vouloir changer la face du monde, commence par changer ta rue. Voilà, c'est à partir de cette, parce que c'est une devise, je crois qu'on peut justement ne pas désespérer de l'action politique. Sinon, mais une fois encore, j'ai bien employé tout à l'heure à dessein sotériologie, je pense avoir fait passer aussi des messages énormes en parlant de la posture de notre actuel quand il était candidat. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait innocent. Alors c'est se tromper, tant pis. Et d'ailleurs, moi j'en avais parmi mes étudiants ou étudiantes d'ailleurs, qu'il ait on a l'impression de la création d'une nouvelle église ou d'une secte d'adorateurs du président Macron. Alors je ne sais pas s'il en comptera autant pour la deuxième fois. Moi, alors, si c'est du scepticisme, je me félicite de ce scepticisme-là. Vous voyez, non, par contre, les raisons d'espérer, mais non seulement d'espérer, mais je dirais d'agir. Je le répète, il me semble que toutes les actions entreprises, en effet, dans le cadre associatif, sont bien des actions. Sont des actions militantes, qui sont des actions politiques et qui me semblent utiles et il faut les entreprendre. Et aussi avoir l'esprit que on ne gagne pas toujours dans ces combats. Patrick, pas votre dernière parole évidemment, mais un ultime rebond ou une... Voilà. Pour la soirée, je vais en profiter pour être bref et pour aller dans le consensus, voire là carrément l'unanimité peut-être, mais Camus n'exclut pas Ellul pour la raison très simple, c'est qu'en 1935, j'ai travaillé cet après-midi pour des notes que je reprends, et bien avec Charbonneau, Ellul a rédigé les directives pour un manifeste personnaliste. En 1935, la date est importante parce que c'est avant le manifeste d'Emmanuel Mounier, qui est de 1936, comme vous le savez. Et la conclusion, le dernier chapitre, c'était construire une cité à hauteur d'homme. Construire une cité à hauteur d'homme. Et c'était là d'ailleurs où ils, tous les deux, proposaient la première limitation volontaire de la croissance dans les sociétés, je dis bien sociétés modernes. Alors, juste encore, parce que le temps nous est compté, moi je crois qu'il faut en effet, donc ce qui va éviter la question de l'immobilisme, on peut en effet parvenir à des compromis qui ne soient pas des compromissions, et la décision se prend ensuite, bien évidemment. Et une fois encore, le consensus, il ne faut pas se tromper. Là, pour le coup, je reviens à ce qui était une matière que j'ai enseignée quand même longtemps, ce n'est pas l'unanimité. Le consensus, c'est qu'on se met d'accord sur les désaccords. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est la règle démocratique. Par définition, il y a pluralisme. Donc, il y a un gâteau à se découper, si vous me permettez d'être un petit peu caricatural. Eh bien, on se met d'accord sur les règles du jeu, c'est-à-dire comment on va découper ce gâteau. C'est-à-dire que le couteau, il est là pour découper les parts en fonction des rapports de force, pas pour le planter dans la main ou dans le dos du voisin. Donc, évidemment, c'est le conflit, c'est la résolution pacifique des conflits. C'est ça, là. Mais évidemment, il y a à la fois le conflit, il y a la crise, il y a le dépassement de la crise, puis à nouveau, c'est quelque chose qui ne se termine pas. Donc là, je pense que nous sommes d'accord. C'est en effet un processus qui est continu. Je rejoins tout à fait cette vision des choses.
Le piège, et c'est vraiment la dernière remarque, c'est cette idée qu'en temps de crise, et la guerre est typiquement la crise majeure, est-ce que oui ou non, comme sur un bateau, il faut un capitaine et un seul? Moi, je pense qu'il y a, de toute façon, il n'y a jamais tout à fait, in fine, une seule personne. Mais enfin, continuons la métaphore du bouton et celui qui presse sur le bouton, tout seul. Bon, il faut dire, mais il y a quand même des choses qui doivent se discuter au Parlement, me semble-t-il, hein, déjà. Et puis, alors après, oui, c'est vrai que, mais une fois encore, la guerre n'est pas la situation normale. Par définition, elle est l'exception. Et en effet, il faudrait faire en sorte qu'elle le soit le plus souvent. Donc, en effet, Camus, pour moi, restant sur cette bonne idée, Camus et Ellul, c'est pas l'un contre l'autre. Et d'ailleurs, Charbonneau voulait à tout prix rejoindre l'équipe de combat. Et quant à Ellul, il était membre de son mouvement de résistance, hein, le mouvement de libération nationale et combat. Hein. Donc, c'est très bien ce patronage, je me bats très très bien. Merci infiniment, Patrick. Merci à tous les deux. Au nom des semaines sociales, je vous remercie très sincèrement de cet échange, de cette discussion, de cette conversation extrêmement inspirante. Et je pense pouvoir vous en remercier au nom de tous les participants.